Alors, le débat suivant concerne la douane et la protection du consommateur, donc une question qui a déjà été un petit peu évoquée ce matin avec les problématiques de contrefaçon, etc. Et sur le sujet, à côté de moi, le docteur Jean-Pierre Joubert, qui est, je crois, le doyen de nos intervenants aujourd'hui. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Saint-Malo. Et puis Emmanuel Paillusson, donc représentant du syndicat solidaire CCRF et SCL. Alors je vais commencer par vous laisser la parole, donc Monsieur Joubert. Vous êtes pharmacien et toxicologue, co-gérant du Centre d'expertise toxicologique de Saint-Malo. Donc à vous de nous présenter votre activité et le lien avec les problématiques douanières, notamment de protection du consommateur. Voilà. Merci pour cette présentation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon intervention sera courte, mais j'espère efficace. Vous voyez, 3 pages. Je ne vais pas vous encombrer pendant longtemps. Mais j'ai quelque chose à vous dire. J'ai 81 ans. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais non. Ce sont mes gènes, enfin ceux que mes parents m'ont transmis. Et puis, c'est simplement que je vis en 2013. Alors, s'il vous plaît, d'un seul coup d'esprit, imaginez que cet hémicycle, nous nous transportions en 1813. Désolé, vous êtes tous morts. Espérance de vie, 35 ans. Il y a tous ceux qui... uniquement ceux qui ont échappé aux guerres napoléoniennes, parce que 1813, on était en plein dedans. Pourquoi vous dire ça? Mais simplement pour vous montrer qu'en 2013, nous avons tout de même de la chance. Il y a eu des progrès considérables. Alors on dit toujours les progrès de la médecine, pas que la médecine, et la pharmacie, la pharmacologie, et puis également toute l'imagerie médicale et toute la thérapeutique d'une façon générale. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Bon, on a cette chance, il ne faut peut-être pas la gâcher. J'ai obtenu mon diplôme de pharmacien à Paris en 1958. J'ai donc fait mes études de pharmacie dans les années 50. Autrement dit, dans la préhistoire de la pharmacie et du médicament. Parce qu'à cette époque-là, on commençait à peine à soigner la tuberculose, difficilement. Premier antibiotique qu'on commençait à trouver, c'était la pénicilline, en injection huileuse douloureuse, et pas toujours efficace. Le vaccin contre la poliomyélite n'existait pas. Vous voyez, c'est pas vieux, 1950. Eh bien, vous imaginez le progrès qu'on a fait depuis? C'est tout à fait extraordinaire. Bon, je vais vous dire tout de même, pour commencer, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout le monde connaît le film, bien sûr. Et je vais ajouter autre chose, c'est une histoire pleine de bruit et de fureur racontée par un idiot. Ouais, ceux qui ont la chance d'avoir fait des études au lycée savent que c'est Shakespeare dans Macbeth. Eh bien, la vie des médicaments, c'est pareil. Et on peut citer des exemples de médicaments qui ont été à l'origine de drames humains absolument épouvantables. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Bon, il ne faudra pas rêver après, mais c'est cauchemardesque. La thalidomide, sédatif, antinauséeux, prescrit aux femmes enceintes, responsable de malformations congénitales, probablement plus de 20 000 cas. Alors vous savez, c'est ces petits bébés qui naissent avec un bras, sans bras, avec juste une petite main au bout de l'épaule. Vous imaginez? Alors on a eu de la chance en France d'y échapper grâce à la lenteur de l'administration qui n'avait pas délivré le visa. Pour une fois, merci. Ah, vous voyez. Bon, on va citer le Stalinon. Ouais, alors, drôle de nom, Stalinon, faut se rapporter de l'époque. Hein. Staline, Stalinon, c'était un jeu de mots. Alors, prescrit pour le traitement des furonculoses, tout de même une centaine de décès. C'était pas mal.
Beaucoup plus près, l'anti-inflammatoire Vioxx, retiré d'urgence, responsable de 28 000 infarctus, s'il vous plaît. C'est pas mal. Hein? Et alors, le pire, cette saloperie de Distilbène, responsable de cancers vaginaux, chez les filles dont les mères avaient été traitées avec ce produit. Vous vous rendez compte, le rebond. Bon, conclusion, le médicament, c'est dangereux. Bah oui, c'est connu depuis longtemps. C'est pour ça qu'il y a eu des apothicaires, c'est pas par hasard. Les apothicaires, leur fonction est citée 2400 ans avant Jésus-Christ dans la civilisation de Sumer. La civilisation de Sumer, c'est l'actuel Irak. Il n'y a pas que du mauvais en Irak, vous voyez. Mais voilà, les temps changent, bien sûr. Et puis alors dans le papyrus Hébert, en 1500 avant Jésus-Christ, dans l'Égypte des pharaons, on fabriquait des médicaments. On avait compris que c'était dangereux, qu'il fallait des gens quand même qui pour s'en occuper spécialement. Alors au XIXe siècle, l'apothicaire fait place aux pharmaciens, avec la disparition des corporations, la Révolution, et puis la création d'un enseignement scientifique, ça c'est arrivé un petit peu après. Bon, alors, par ailleurs, l'histoire de la pharmacie, en France du moins, a connu quelques turpitudes. La loi du 11 septembre 1941, 1941, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ben oui, on légiférait à cette époque-là sur la pharmacie. Et alors, cette loi de 1941 dote la pharmacie d'une organisation corporatiste, chère aux doctrines du gouvernement de Vichy, bien sûr. Mais on y trouve quelque chose de particulier. Dans son article 20, elle dit que les médicaments doivent être conformes aux caractéristiques du codex. Tiens, on a là le début du contrôle étatique des médicaments. Alors, il faut quand même dire que sous la Troisième République, on avait été infoutu d'un médecin de boule. Il a fallu cette catastrophe de 1940 pour qu'on trouve un gouvernement que, enfin, vous savez ce qu'on en pense, et qui a mis ça quand même debout. Les contours de l'histoire sont quelquefois tout à fait étranges. Et alors, c'est ainsi que sur les boîtes de médicaments, dès 1941, on a vu un numéro de visa. On lit dans cette loi de 1941 que est soumis la spécialité pharmaceutique à un contrôle préalable constaté par un visa du secrétaire d'État à la santé sur proposition du comité technique des spécialités. C'était le début de ce qui allait devenir aujourd'hui l'AMM, autorisation de mise sur le marché. On était encore loin quand même. Il faut attendre 1965, avec encore d'autres drames, on ne peut pas les citer tous, pour que voir une réglementation européenne qui se mette en place sous forme d'une directive. Et c'est cette réglementation qui précise les conditions de délivrance des autorisations de mise sur le marché des médicaments. C'est un grand pas en avant, et au plan européen. Il en résulte que, je lis, la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros de médicaments ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation délivrée par les autorités de contrôle. Autrement dit, maintenant tout est cadré. Vous ne pouvez plus fabriquer de médicaments n'importe comment. Il y a un contrôle, il y a des formalités à remplir et il y a des bonnes pratiques de fabrication à respecter. Donc, en France et en Europe, il y a des garde-fous. On peut acheter ce médicament en pharmacie en confiance. Ce n'est pas parce que je suis aussi pharmacien que je vous le dis, je pense que c'est vrai tout de même. Médicaments contrefaits, en général, pas dans les officines. Alors, les esprits chagrins vont me dire, oui, mais dis donc, attends, et le Mediator, tu as oublié le Mediator? Oui, mais ça, c'est pas du tout pareil. C'est pas un défaut de contrôle, c'est un détournement de prescription. Il devait être prescrit pour le traitement d'une forme de diabète associée à une surcharge pondérale. Il a été prescrit hors du champ de son objectif thérapeutique à des personnes désireuses de perdre du poids. Ah, tu parles, il y avait un marché là. Hein. Alors l'affaire est encore devant les tribunaux. Vous pensez bien que je m'arrête là, j'en dis pas plus.
Enfin, vous imaginez ce que je pense. Alors voilà, la situation. Eh bien, il se trouve qu'il y a des pays hors communauté qui laissent fabriquer et exporter des médicaments sans aucun contrôle. Et ces médicaments sont évidemment des contrefaçons de médicaments existants. Ça ne serait pas drôle, ça. Mais ce n'est pas là le pire. Le pire, c'est que ces médicaments ne contiennent pas les substances attendues ou n'en contiennent pas les quantités efficaces. Alors, le risque pour l'utilisateur est évident, ou une absence totale de traitement, ou un traitement incomplet. Bon. Mais il y a encore pire. Le produit peut contenir des substances actives mal purifiées. Parce que fabriquer des substances actives, ce n'est pas comme ça des choses pures qu'on fabrique. C'est de la chimie, il faut purifier les substances, ça coûte cher, donc on a plus vite fait de ne pas purifier. Et ces substances mal purifiées contiennent donc, en plus de la substance active, d'autres substances qui ne sont pas contrôlées et avec un, évidemment, fort risque d'intoxication. Bon. Mais alors, il ne faut pas croire que seuls les médicaments à forte valeur ajoutée sont visés. Hein. Il n'y a pas que cela. On fait du tonnage aussi. Alors, ces médicaments à forte valeur ajoutée, ils sont connus, c'est tous les aphrodisiaques possibles et imaginables, le Viagra et autres. Bon, là, il y a un marché splendide. Les gens achètent ça via Internet à des prix qui défient toute concurrence. Ils achètent rien. C'est extraordinaire. Ils n'achètent rien, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'achètent rien. Ça me dépasse. Enfin bon. Alors, il n'y a pas que ces médicaments chers. Même des médicaments à faible coût sont intéressés. Le 18 mai de cette année, le service des douanes du Havre a saisi 1 200 000 sachets d'aspirine dissimulés dans un chargement de thé en provenance de Chine. Oh, il était de Chine, bien sûr. Oui. Il semble qu'au lieu d'aspirine, ce serait du glucose. Bon. Mais qu'importe finalement ce que ça contient. En tout cas, il n'y a pas d'aspirine dedans. Alors, ça, j'ai vu, ça fait rire. Oh, bah oui, c'est pas grave. Le risque pour l'utilisateur, c'est pas. Son mal de tête et sa douleur passera pas. Tant pis. Hein. Hey, pas du tout. C'est pas ça. C'est que l'aspirine est aussi prescrite comme anticoagulant pour les personnes qui ont eu un infarctus et auxquelles on conseille une prise régulière de faibles doses d'aspirine pour réduire le risque de récidive. Ah, vous voyez que là, c'est plus risible du tout. On est mis en danger. Bon, c'est clair, le service des douanes participe pleinement au maintien de la santé publique. Il est absolument indispensable de lui donner les moyens, et des moyens d'autant plus accrus qu'il faut aussi surveiller ce commerce qui se développe là via l'Internet, qui est un fléau épouvantable. Alors, au-delà des problématiques de santé publique, la protection du consommateur passe également par... on pense aussi au scandale largement médiatisé de Spongeiro et toute la chaîne alimentaire, ce qui reflète un problème de transparence avant tout et de confiance. Et à ce sujet, je vous laisse la parole. Merci. Déjà, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir invités à participer à vos états généraux. Donc voilà, donc la douane et la DGCCRF, c'est les deux administrations de Bercy qui sont en charge de missions de protection économique du consommateur. Pour la douane, bien évidemment, vous vous arrêtez pas à cette simple mission, vous en avez d'autres par ailleurs. Certains secteurs d'activité dont nous avons parlé ce matin, comme les contrefaçons, sont un secteur partagé entre nos deux services et où nous intervenons les uns et les autres sur cette mission de contrefaçon.
Les agents de nos deux administrations aussi sont appelés très régulièrement à travailler ensemble dans de nombreux domaines, comme les vins, mais également sur les sites d'importation, comme Le Havre, Roissy ou d'autres. Mais bien entendu, le principal rapprochement et le plus emblématique entre nos services, ça a été la fusion de nos deux réseaux de laboratoires qui ont créé le service commun des laboratoires en 2006. Service que vous, à la DGDDI, et que nous, à la DGCCRF, on doit défendre absolument au vu de l'importance des analyses qu'ils réalisent, qui sont utiles dans vos enquêtes, dans nos enquêtes, dans vos missions et dans les nôtres. Le SCL, aujourd'hui, c'est 11 laboratoires, 340 agents à peu près, mais c'est un service qui subit, comme tous les autres services de l'État, des suppressions d'emplois, et à l'échelle de 340 agents, 8-10 suppressions d'emplois tous les ans. C'est un demi-laboratoire, dans certains cas, qui ferme tous les ans et qui pose un problème, et qui posera un problème si ça perdure. La DGCCRF, comme la douane, c'est une mission de référence en matière de protection économique des consommateurs. Je vais vous résumer rapidement les trois grandes missions de la DGCCRF. C'est d'abord la régulation concurrentielle des marchés, comme l'entente sur les prix entre les professionnels, l'équilibre des relations commerciales entre les producteurs, notamment de fruits et légumes, et la grande distribution, les respects des délais de paiement, les pratiques prohibées liées au marché public. Une deuxième grande mission, c'est la protection des consommateurs, la licéité des contrats et les pratiques commerciales réglementées, comme le crédit, les ventes par Internet, les allégations valorisantes de l'étiquetage, et enfin la troisième grande mission, c'est la sécurité du consommateur qui touche les jouets, les matériels électriques, la recherche d'agents chimiques, de pesticides ou de métaux lourds et des agents biologiques dans les produits alimentaires. Ces missions, aussi variées soient-elles, sont surtout interdépendantes. C'est ce qui faisait la cohérence de la DGCCRF. Ainsi, lorsque l'on pense par exemple à l'hygiène dans un restaurant, cela ne concerne pas seulement le consommateur, mais apparaît également comme une atteinte à la concurrence. En effet, utiliser des denrées périmées, ne pas nettoyer ses locaux, c'est faire des économies substantielles en produits et en personnel, et c'est donc une atteinte à la concurrence vis-à-vis des autres professionnels. Prendre une mission de la DGCCRF sans les autres, c'est une véritable erreur et aberration. Comme vous le savez peut-être, ou vous vous en doutez, la situation de la DGCCRF se dégrade depuis de nombreuses années. Le niveau des effectifs ne cesse de baisser pour atteindre, voire dépasser dans de nombreux départements, le seuil critique de 4 agents, seuil bien évidemment trop faible pour exercer toutes les missions de manière efficace. Pour vous donner des chiffres, nous étions dans le plafond d'emploi autorisé en 2012 à 3001 agents, et ce qui faisait 560 emplois supprimés depuis l'arrivée du gouvernement Sarkozy-Fillon en 2007. Mais surtout, ce qui nous préoccupe aussi, et ce qui est un des gros problèmes aujourd'hui à la DGCCRF, ça a été les réformes successives qui ont été mises en place à marche forcée et qui ont été subies par les agents à l'encontre des missions de service public. La plus destructrice, bien entendu de toutes, ça a été la RGPP Réat, réforme dramatique sur laquelle le nouveau gouvernement ne semble pas, malgré la mobilisation sans faille des agents de la DGCCRF, prêt à revenir. Pour mémoire, on avait lancé au niveau intersyndical des 4 syndicats représentatifs de la CCRF, Solidaire, CFDT, CGT et FO, 2 mouvements d'importance au début d'année. La première, une grève le 21 mars qui a été suivie par 44% des personnels. Et le 6 avril suivant, une manifestation nationale un samedi à Paris qui avait réuni 750 agents sur 3000, mesurer l'importance de la mobilisation. Ce qui est gênant aussi, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas prêt à y revenir, qu'il n'a tiré aucune leçon, et j'y reviendrai un peu plus loin, sur l'histoire du Chevalgate et ce qu'on a appelé l'affaire Spanghero. Mais sachez qu'on n'est pas prêt à lâcher, qu'on va continuer de se battre et qu'on va continuer, malgré les décisions qui ont été annoncées par le Premier ministre le 17 juillet dernier, à combattre leurs réformes et à essayer de reconstruire demain une vraie DGCCRF.
Donc aujourd'hui, on le déplore, comme je viens de vous le dire, mais c'est les consommateurs qui en sont les premières victimes. La DGCCRF assure bien un démantèlement, un éclatement entre deux structures administratives, les directions départementales, excusez-moi la longueur des sigles, mais ce n'est pas nous qui les avons inventés, la direction départementale de la protection des populations ou, dans certains autres départements, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Ça, c'est au niveau départemental. Et au niveau régional, on est inclus dans ce qu'on appelle les directs, c'est les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le gros problème qu'on rencontre avec ces structures, c'est qu'elles n'ont aucun lien hiérarchique entre elles. Et qu'aujourd'hui, quand un ordre arrive de Bercy ou de la direction générale, les directeurs locaux, qui ne sont pas issus de la CCRF, et même quand ils sont issus de la CCRF, ils ne dépendent plus directement, hiérarchiquement, de la direction générale, mais des préfets, font ce qu'ils veulent et appliquent les ordres comme bon leur semble au niveau local. Au final, certaines missions ne peuvent plus être exercées aujourd'hui pour cause, au choix ou cumulativement, de désorganisation, de manque d'effectifs et de volonté omnipotente du directeur de ne pas l'exercer pour se concentrer sur d'autres priorités ne relevant pas de l'activité de la DGCCRF. C'est ça ce qu'on appelle l'interministérialité. À ce titre, d'ailleurs, au niveau de l'activité, sur la baisse d'activité de la GCRF, et c'est les chiffres de l'administration, on a eu 20% de baisse de l'activité des agents de la CCRF en quelques années, simplement du fait de la désorganisation des services et de la baisse des effectifs. Ainsi, dans certains départements, l'accueil des consommateurs ne peut plus être assuré, ou il est assuré à une demi-journée par semaine, ce qui est totalement ridicule. Dans d'autres, il n'y a plus d'agents qui ont en charge la sécurité des produits industriels. Il n'y a donc plus de contrôle, et ce qui devient dramatique, là aussi, à titre d'exemple, je parlais de Spanghero, de l'affaire Spanghero, dans le département de l'Aude, il n'y avait qu'un seul agent pour s'occuper de l'ensemble de la problématique alimentaire dans le département. Aujourd'hui, donc, les contrôles réalisés par des GCRF sont en chute libre. Ils laissent de plus en plus le consommateur démuni et les trafics et autres fraudes se multiplier. Bien entendu, à ce stade, je ne peux pas faire cette intervention sans rappeler la crise du cheval du printemps dernier. Les agents de la DGCCRF ont montré leur efficacité au moment de la crise du fait de leur grande conscience professionnelle, et heureusement qu'ils étaient là pour le faire. Mais cette crise, elle a révélé la nécessité de contrôle accru face au trafic économique européen, ce qui s'est passé avec la substitution de viande de cheval au lieu de la viande de bœuf, n'est que de la partie émergée de l'iceberg et pourra se reproduire avec d'autres denrées ou produits. La fraude économique de grande ampleur est là et bien là, et seul un service public de même envergure peut espérer enrayer le processus. Si l'on ne peut pas mettre un enquêteur dans chaque entreprise, commerce et autres, il est indispensable malgré tout que le niveau de contrôle soit relevé. Aujourd'hui, à la DGCCRF, le service responsable des enquêtes à caractère national ne dispose environ que d'une trentaine à une cinquantaine d'agents, ce qui est bien trop insuffisant pour être efficace. En ce qui concerne l'action et le domaine d'activité de la DGCCRF, il faut se méfier de conclusions hâtives. Cette situation est d'ailleurs probablement très différente de celle que connaît la douane. Si aujourd'hui, il est indispensable d'appréhender les circuits de commercialisation dans leur ensemble, et notamment dans leur dimension européenne et mondiale, qui induisent des trafics particulièrement élaborés, il ne faut pas pour autant idéaliser les circuits courts et de consommation locale. En effet, si ceux-ci peuvent répondre à un certain nombre de problématiques, et notamment environnementales, ils n'assurent en aucun cas une exemption de fraude. Ce n'est pas parce que le boucher, que l'on connaît bien, qui est en bas de chez soi, qui nous fournira la viande de proximité, que les problèmes d'hygiène n'existeront pas et que la traçabilité des produits sera effectuée. Dans tous les cas, quel que soit le mode de production et de commercialisation, le contrôle en nombre substantiel est un préalable indispensable à une consommation à risque limité. Il faut le rappeler, instaurer une confiance aux consommateurs, c'est également s'assurer un levier de relance de la consommation, de la demande et donc dans une certaine mesure de l'économie. Le contrôle par une administration en charge de la protection économique des consommateurs est nécessaire, voire devrait être un passage obligé,
à un moment ou à un autre de la chaîne. Réaffirmer le rôle de l'État dans la protection des consommateurs nous apparaît primordial. Ainsi, si l'action de groupe à la française voit le jour, comme il est prévu dans le projet qui passe actuellement, ce qu'on appelle le projet Hamon, qui est en discussion actuellement au Sénat, permet ainsi aux consommateurs représentés par des associations de faire reconnaître le préjudice subi et d'obtenir réparation, cela ne doit pas se substituer à l'action de contrôle de l'État. Il faut trouver une certaine complémentarité, peut-être, mais en aucun cas une substitution. Il faut au final, on peut en conclusion dire protection des consommateurs, prévenir et guérir. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? Oui. Oui, bonjour. Éric Giraud, je représente ici la Chambre syndicale des commerces de chevaux de France. Et alors, je réagis évidemment à vos propos parce que j'avais écrit au mois d'octobre dernier, en 2012, donc, à Madame Catherine Coutel, députée de la Vienne, et qui est intervenue la semaine suivante dans les questions au gouvernement pour le problème de la viande de cheval. Alors, mes propos étaient prémonitoires parce que c'était avant l'épisode Spanghero, et je l'alertais sur les risques de santé publique, car il n'y avait en effet aucune traçabilité ni suivi médicamenteux des animaux importés. Il faut savoir qu'actuellement, nous sommes une profession en déclin total, malgré un nombre de pratiquants et d'utilisateurs de chevaux, tant loisirs que compétition. La Fédération française, c'est la 3e fédération sportive, 750 000 licenciés. Et le cheval, à travers ces épisodes, on voit un tas de chevaux venant d'Europe. Le point de concentration, c'est la Hollande, qui est la plaque tournante, autant pour les exports que pour les imports. À savoir que les chevaux français qui quittent la communauté européenne, beaucoup passent par la Hollande parce que c'est beaucoup plus simple, qu'on raccourcit les délais, les quarantaines, les contrôles. Enfin, tout est beaucoup plus facile, les tampons s'achètent. Ça, c'est le premier problème. Nous avons alerté, alors ça concerne le ministère de l'Agriculture. La DGL est tout à fait au courant, il travaille efficacement, les douanes sont informées, mais il y a un levier important au niveau du ministère de l'Agriculture qui semble sans réaction, en tout cas qui ne manifeste pas de volonté, pour ne pas dire mauvaise volonté. J'ai déjà interpellé plusieurs fois l'IFCE, donc l'Institut français du cheval et de l'équitation, sur ce thème. Nous n'avons aucun chiffre sur les animaux importés ou exportés. Il n'y a aucun chiffre valable. Le grand problème, c'est que les animaux importés sont répertoriés en France. L'identification des équidés est obligatoire. Et ces animaux sont légalisés, malgré des circuits d'importation tout à fait douteux, puisque normalement, chaque animal qui quitte un pays tiers doit être accompagné d'un certificat intracommunautaire validé par les DDPP. Ce n'est pas le cas dans 80% des animaux. C'est considérable. Donc, avec le nouveau taux de TVA, nous ne sommes plus en TVA agricole, mais le taux général. Ça veut dire que la fraude a augmenté de façon exponentielle, ce qui a permis d'ailleurs tous les récentes histoires sur les chevaux en vente via le Bon Coin et d'autres circuits. Nous savons comment faire réagir le ministère de tutelle. Il faut savoir que le début de ces discussions, ça date de l'époque où M. Jean Glavigny était ministre de l'Agriculture, dans les années 82 ou 3, je crois, si ma mémoire est bonne. Alors c'est une vieille histoire, mais je suis un peu comme monsieur le professeur, je suis un type un peu têtu de nature. Nous étions aussi sous le régime d'une loi de Vichy, une profession réglementée, on a été déréglementé, et voilà où nous en sommes. Donc ce secteur-là est complètement déréglementé, va générer de plus en plus de problèmes. Au final, c'est quand même le consommateur qui est pénalisé dans tous les sens du terme, et les entreprises, évidemment, qui disparaissent les unes après les autres. Je vous remercie. Emmanuel Paillusson, si vous voulez réagir. Oui, enfin, je viens de venir un peu en étape.
Sur l'affaire Spanghero, ce qu'il faut savoir, Spanghero, c'est celui par qui le scandale a éclaté. Mais Spanghero, ce n'est pas forcément celui qui a fait le plus de tonnage en matière de transfert de pratiques de viande de cheval en viande de bœuf, quoi. Ce n'est pas forcément lui qui était le plus concerné en masse tonnes de viande. C'était vraiment une fraude économique sur la santé humaine. D'après les analyses qui ont été faites dans le SCL, aucun problème de santé. Ce n'est qu'un problème économique. Sur la dernière affaire qui est sortie sur la vente de chevaux, globalement de course ou d'élevage en règle générale, c'est des chevaux qui sont censés ne pas être mis en alimentation humaine. Ces chevaux, ils ont des traitements médicamenteux pour être en tant que cheval d'élevage ou de course. Eux, ils ont un problème effectivement de santé publique et de sécurité alimentaire. Mais qui dit sécurité alimentaire dit forcément derrière fraude économique, parce qu'il y a toujours ça derrière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la viande de cheval, en prix, c'est beaucoup moins cher que la viande de bœuf. On le voit sur la viande de cheval et de bœuf, mais il y en a d'autres viandes. On ne va pas tout vous dire. Des fois, on nous dit, quand on mange comme ça avec certains collègues d'autres services, arrêtez de nous parler de nourriture, on ne va plus rien manger du tout. Mais il y a des pratiques sur d'autres viandes dans le même style, ce n'est pas quelque chose de neuf. Moi, ce que je déplore le plus dans ces genres d'histoires de Spanghero, notamment Spanghero, c'est derrière les conséquences sur l'emploi et sur les salariés de ces entreprises. Parce qu'au final, c'est eux qui trinquent. Le responsable de l'entreprise, certes, il a peut-être perdu son entreprise et la direction de son entreprise, mais ce n'est pas celui que je plains. Celui que je plains, c'est les salariés qui aujourd'hui se retrouvent au chômage dans le pays où c'est déjà compliqué et dans une zone géographique où c'est encore plus compliqué de retrouver du travail. Oui, ça va mieux de ce côté. Je voudrais revenir sur le tableau que Emmanuel a fait de la DGCCRF, et j'ai bien peur que ça soit un film prémonitoire et d'horreur quant à l'avenir de la douane. Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis Jean-Pierre Ross, je suis des douanes de Lyon, et j'ai travaillé pendant 18 ans dans un service viticulture, et j'ai travaillé en collaboration avec les services de la DGCCRF, la mission vin et spiritueux, qui s'occupait du secteur. Mission vin et spiritueux qui, à 2 voire 3 agents, gérait 17 départements de la région Grande Bourgogne. Donc autant dire que les contrôles des GCCRF dans le secteur vin et spiritueux du secteur étaient anodins ou, pour ainsi dire, inexistants. Il y a 18 ans, la douane, en mission viticulture, avait peut-être la possibilité de prévenir. Aujourd'hui, avec la RGPP et bientôt la MAP et les disparitions, reconcentrations de services, je ne pense qu'elle n'est même plus en possession des moyens pour guérir. Je pense que le temps de faire les contrôles, en fait, le pinard, il est vinifié, bu, digéré et uriné, passez-moi l'expression, avant d'avoir un quelconque espoir de faire un contrôle. Alors, si on veut protéger nos appellations, nos coteaux, qui sont, je le rappelle, je crois la deuxième force exportatrice en France, eh ben, il faudrait peut-être revoir correctement les emplois de ce secteur afin de préserver ce qui est encore préservable. Voilà. Si vous avez quelque chose à répondre, M. Paillisson. Tu prenais l'exemple de la région Grande Bourgogne.
Il y a un exemple dont certains ici que je connais ont entendu parler. Donc, je ne vais pas citer l'entreprise parce qu'il me semble que tout n'est pas fini, que les enquêtes ne sont pas finies dessus et que les choses ne continuent. C'était parfaitement une fraude économique monstrueuse en matière de vin. C'est je prends du vin de Provence, je l'amène en Bourgogne et j'en fais une appellation contrôlée d'une marque très importante avec un personnage qui est à sa tête, qui est quelqu'un de publiquement reconnu, qui se fait mousser par toute la presse spécialisée dans le domaine, mais c'est un parfait trafiquant, donc tout le monde le sait. Donc c'est vrai qu'effectivement, pour la DGCCRF, 1 ou 2 agents pour contrôler dans une région Grande Bourgogne, comme tu as dit, camarade, ça fait un peu juste, mais il n'y a pas que là-bas. C'est globalement tous nos services, comme je disais tout à l'heure, à 3000 agents pour contrôler l'ensemble des activités que doit contrôler la DGCCRF. Imaginez ce que ça peut donner par activité. Comme je disais tout à l'heure, sur l'histoire de l'alimentaire dans l'Aude, un agent, il ne pouvait absolument pas tomber dessus, sauf coup de bol, sur l'affaire du cheval. Oui. Bonjour, Stéphane Rousier, syndicaliste CCRF. Moi, je voulais apporter un aspect économique, c'est-à-dire et à la fois puissance publique. C'est-à-dire que depuis ce matin, la question politique sur laquelle on bute, c'est est-ce que l'Europe, est-ce que l'État français veut contrôler réellement la vie économique et donc assurer une réelle organisation du marché au bénéfice de l'ensemble des citoyens. C'est, il me semble, la question essentielle qui nous est posée. De celle-ci en découle le reste. Si on veut contrôler le marché de manière efficace, on aura des services de police économique tels que la douane, tels que la DGCCRF en France. Dans d'autres pays européens, ça s'organise un peu autrement, efficaces. Si on ne veut pas, si on fait du laisser-faire, on va appauvrir ces services et le contenu de leur mission. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Sincèrement, politiquement, c'est ce qu'on fait. Quand on diminue le nombre d'agents, et en Belgique, le camarade de ce matin a expliqué très bien cette démarche-là. C'est ce qu'on fait en France, c'est ce qu'on fait en Belgique. Et de ce point de vue-là, il y a une absence de réponse politique qui est effarante. C'est-à-dire que sur les batailles que les agents de la DGCCRF et de l'organisation syndicale ont menées cette année, et depuis 2008, on a aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire les défauts de ce qui est arrivé avec la RGPP et la MAP, et franchement, on nous dit quoi? On reste dans du statu quo et des formes possibles d'organisation vont être étudiées. Mais l'impulsion politique, pour l'instant, elle n'est pas donnée. Et c'est ça la vraie question politique. Et c'est une question qui se pose aussi bien à l'État français qu'à l'Union européenne. Le scandale de la viande de cheval, sa structure, c'est la même que le scandale des céréales bio il y a 10 ans. Vous prenez les graphiques qui ont été faits, c'est exactement les mêmes. C'est comment on disjoint les commerces, le transport physique des marchandises du chemin de propriété, et comment, dans ce chemin, avec de nombreux intermédiaires, à un moment donné, on opère l'opération de tromperie. Et cela, évidemment, se fait sans que les services de contrôle nationaux soient en mesure de superviser l'ensemble du commerce. Quand vous avez 4 ou 5 pays concernés, 7 ou 8 acteurs, comment voulez-vous qu'un agent puisse comprendre ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Et cette intelligence économique au service d'un marché plus contrôlé, elle n'existe pas aujourd'hui. Je crois que justement, une journée comme aujourd'hui, les États généraux sont là pour interpeller les gouvernements français, voire européens,
sur les questions, notamment au service de la protection du consommateur et toutes les questions qu'on a évoquées. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui. Ça fonctionne pas. Oui, ça fonctionne. Oui, juste une intervention, une brève intervention pour rappeler ce qui nous tient à cœur, donc Sébastien Géant, douanier, sur le rôle de sentinelle environnementale pour les douaniers. Je vais prendre un exemple précis. Demain, sur Envoyé spécial, il y a un reportage. Pour une fois, ce n'est pas un des reportages montés de toutes pièces par la direction générale où on montre une douane avec des effectifs et des moyens et qui passe et qui montre, par exemple, une unité qui a disparu depuis 10 ans. Là, c'est sur les gaz et les vapeurs toxiques dans les conteneurs. Les douaniers, donc, par le contrôle physique, ont été amenés à contrôler les marchandises donc, dans les conteneurs. Vous savez que le trafic conteneurisé depuis une trentaine d'années explose. Et on a révélé une affaire en fait, de santé publique. Nous, on compare à l'amiante, ni plus ni moins. Donc, c'est les gaz et vapeurs toxiques présents dans ces conteneurs. Alors, ces gaz et vapeurs toxiques, ils sont mis pour une raison. C'est pas juste pour faire plaisir. C'est pour détruire toute trace de vie dans le conteneur, pour éviter les moisissements, les moisissures, pardon, excusez-moi, et les bactéries, etc. Sauf que ça a une vraie incidence sur la santé des travailleurs et une incidence sur toute la chaîne logistique des travailleurs qui sont au contact de ces conteneurs. Donc ça va partir des dockers jusqu'aux manutentionnaires, aux douaniers qui sont aussi en mesure de capacité, enfin en capacité de contrôler ces conteneurs, même si c'est de moins en moins, voilà. Donc moi je voulais simplement souligner ce rôle très important de sentinelle environnementale, parce que ça nous tient à cœur. On est douanier, on est confronté, mais c'est aussi une vraie question, et une vraie question qui d'ailleurs est posée depuis longtemps. On l'a posée depuis déjà 4 années, et il y a une dimension européenne sur le sujet. Je vois le camarade de Belgique qui hochait la tête. On a travaillé de concert avec la Hollande sur le sujet, on a travaillé avec d'autres pays européens, mais il y a une vraie volonté politique de ne surtout rien faire. Donc moi je tenais vraiment à en parler, parce que si j'en parle pas là, j'en parlerai pas plus tard, mais je pense qu'il faut avoir ça en tête aussi dans la réflexion sur le rôle fondamental de la douane au travers de ses missions, mais aussi au travers de ce rôle de sentinelle environnementale. Merci. Oui, Arnaud Picard du syndicat national des cadres des douanes. Je voulais simplement faire un petit rappel historique et poser une question de prospective, puisqu'on est dans un cadre de planification stratégique de la douane pour les années à venir. Depuis le début des années 90, la mondialisation, l'ouverture des frontières, on a eu une série de graves crises sanitaires. On a commencé par l'ESB, où on a dû mettre en place à la hâte, et heureusement grâce à des services douaniers présents, encore avec un maillage très important, des contrôles rétablis ponctuellement aux frontières. On a eu la crise de l'H1N1 et beaucoup plus récemment les impacts de Fukushima avec l'importation de produits japonais dont il fallait s'assurer que le risque nucléaire était, entre guillemets, à des seuils acceptables. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus, pour les années à venir, des nouveaux risques bactériologiques, chimiques, nucléaires. Ma question est simple, et lorsque j'étudie un petit peu les différents documents officiels de l'administration, je m'interroge sur l'adaptation des moyens techniques aux frontières pour avoir les équipements nécessaires pour être en mesure d'analyser ces risques. Récemment, au Havre, on a appris la fermeture d'un appareil pour lequel, en Europe, la France était pionnière, qui permettait de scanner les conteneurs. Donc, voilà, la question de demain est aussi celle-là. Est-ce qu'on aura les moyens humains et matériels de s'adapter à des risques mondialisés de cet ordre-là, bactériologiques, chimiques, nucléaires? Je sais pas. Je ne sais pas si, que ce soit dans les intervenants, parmi vous deux, ou dans la salle, quelqu'un a quelque chose à répondre. Je crois que ça va au-delà de la problématique douanière. Oui. Je vais le renvoyer. Vas-y, Emmanuel. En réponse, par rapport à la question précise,
enfin, je ne vois pas comment nous, on peut répondre. On peut répondre simplement qu'effectivement, il faut donner les moyens. Mais les seuls qui ont la réponse, c'est qui? C'est ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui et qui y seront demain. C'est à eux qu'il faut demander les moyens. Moi, je ne peux pas te répondre comme ça, on aura les moyens. Je voudrais qu'on ait les moyens. Maintenant, c'est autre chose. Et sinon, je renouvelle ce que je disais tout à l'heure, la crise du Chevalgate n'est pas une crise sanitaire. Il ne faut pas se tromper de langage, c'est une crise économique. Oui, allez, madame. Juste histoire un petit peu de compléter les débats sur le rôle aussi de ces états généraux. Et je dois remercier l'interlocuteur de tout à l'heure de sa franchise, c'est-à-dire qu'on trouve encore des gens qui ne connaissent pas complètement le rôle de la douane. Alors, je ne me suis pas présentée, Eliane Salane, je suis de la CGT et donc je travaille actuellement à Roissy. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on tient à alerter sur nos missions qui disparaissent et surtout sur la restructuration, les suppressions des effectifs, que ce soit à la DGCCRS ou à la douane ou aux impôts, c'est parce qu'en fait, on ne veut pas d'un nouvel arsenal juridique. Bien sûr qu'il va falloir, avec les fraudes sans doute, modifier certaines lois. Mais on a déjà des règlements, des normes qui existent, mais on n'a aucun moyen parce qu'on ne contrôle pas. Ce matin, on disait 0,001 de contrôle, mais c'est à peu près ça, quoi. On n'a pas les moyens, ne serait-ce que d'appliquer et de contrôler ce qui est déjà réglementé. Et ça, on le retrouve dans le travail. Dans le Code du travail, il y a des tas de choses qui sont faites. Il y a des lois sur l'égalité des femmes qui ne sont pas appliquées. Mais là, c'est un peu le même problème. Et ça devient catastrophique parce que ça a des conséquences. On l'a vu sur la santé, ça a des conséquences sur l'économie, ça a des conséquences sur l'emploi, et tout ça parce que la douane est vue comme un fonctionnaire. Ce sont des fonctionnaires, c'est une ligne budgétaire, et on la règle. Et de temps en temps, et c'est ce qu'on a voulu aussi, je crois, avec ces états généraux, alerter, nous avons un vrai rôle économique et de protection du consommateur à jouer. Nous ne demandons pas forcément, sauf cas de nouvelles fraudes, évidemment, un arsenal complémentaire. On va encore voter une loi là, sur pour la protection, comment on dit ça, la traçabilité des produits. Mais enfin, si on ne peut pas l'appliquer, si on contrôle 0,001% de marchandises, à quoi ça sert cette loi? À quoi ça sert de voter des lois si derrière, il n'y a pas la volonté politique de les faire appliquer? Je crois que c'est aussi ça. Donc, on s'est fait connaître. Je suis contente qu'il y en ait qui découvrent un peu notre rôle, mais je crois que c'est vraiment un cri d'alerte, c'est un cri d'alarme pour tout. Voilà, c'est tout. Alors, ce sera la dernière question. Allez-y, monsieur. Oui, Élie Lambert pour Solidaire Douane. Oui, les intervenants qui m'ont précédé ont largement, on va dire, vidé mon intervention, mais il est vrai que la chose sur laquelle je pense qu'il faut absolument insister, c'est effectivement que la douane, c'est une question de volonté politique. Ce n'est pas simplement un argument technique, c'est une volonté politique. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au travers de l'intervention d'Emmanuel Palusson, on voit à quel point il y a une partie liée en fait entre la DGCCRF et la douane. Tout simplement parce que tu parlais notamment de l'affaire Spanghero. Et Spanghero, ok, c'est vrai que c'était une compétence entre guillemets DGCCRF, sauf que ça venait de Bulgarie. Et il se trouve que la douane était parfaitement compétente jusqu'en 2007 pour les produits qui venaient de Bulgarie. Je rappelle quand même, simplement pour information, que toutes les marchandises, une fois qu'elles sont rentrées dans la communauté européenne, enfin dans l'Union européenne, une fois qu'elles sont dédouanées à Vilnius ou à Sofia, ou par exemple à Bucarest, sachant que je rappelle quand même qu'il y a 4 ans, le DG roumain est tombé pour corruption donc, dans son pays. Donc à partir de là, quand c'est dédouané dans ces pays-là, ça arrive jusque chez nous sans plus aucune barrière, quelle qu'elle soit, aucun contrôle, et sauf ceux éventuellement de la DGCCRF, dont on a bien compris l'état absolument lamentable des moyens et des effectifs. Donc, en fait, autour de ça, et ce qui, quelque part, structure le premier débat de l'après-midi, et donc celui-là, c'est effectivement qu'il y a quelque chose qui me paraît absolument essentiel, c'est le contrôle physique de la marchandise. Ça a été c'est la pierre angulaire du combat, on va dire, des libéraux et ultralibéraux contre la douane, parce que ce contrôle physique est véritablement
le point majeur du pouvoir douanier. Contrôler la marchandise, c'est effectivement la contrôler quand elle est devant soi, au moment où la marchandise est présentée. Pas, comme l'a dit le camarade donc, de la viticulture de Lyon, c'est pas une fois qu'elle a été consommée que la marchandise doit être contrôlée. C'est là-dessus qu'il faut véritablement insister, et c'est là-dessus qu'il y a un véritable enjeu de société par rapport à ce qu'on souhaite véritablement pour une société, on va dire, qui soit protégée et qui puisse correspondre véritablement à ce que souhaitent les citoyens. Alors, je crois qu'il y avait une dernière question à gauche. Allez. Ça marche, là? Non. Moi, je voulais reprendre un petit peu... Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter? Oui, Jean-Marc Constantin de la CGT Douane Chambéry. Je voudrais resituer un petit peu le débat dont la question qui a été posée, c'est-à-dire la douane et la protection du consommateur, et ça inclut d'ailleurs la CCRF, prévenir ou guérir. J'aurais tendance à dire ni l'un ni l'autre. Parce que la réponse, elle a été très bien donnée par l'intervenant de la société BIC au début de la journée. Aujourd'hui, il y a 50 à 80% des consommateurs qui pensent qu'ils consomment en sécurité. Et en fait, l'objectif, c'est ça. On est dans une société de consommation. L'important, c'est pas que le consommateur soit en sécurité, c'est qu'il le croit et qu'il continue à consommer. À ce titre-là, finalement, nos administrations, quelque part, on est manipulés. On a des grosses opérations vacances pour la CCRF, on a quelques belles saisies médiatiques pour la douane, et la croyance du citoyen dans le fait qu'il consomme tranquillement en sécurité perdure. Et ça, nos politiques ne sont pas idiots, il ne faut pas être naïf, ils sont bien au courant qu'il y a une immense majorité des marchandises qui rentrent, ils voient les reportages à la télé, ils savent très bien qu'il y a des marchandises dangereuses, et pourtant, ils continuent à supprimer des effectifs. C'est donc bien que la volonté, c'est pas d'assurer la sécurité du consommateur. Si on veut qu'à un moment la machine s'inverse, il faut que le consommateur prenne conscience qu'il ne consomme pas en sécurité, et à ce moment-là, il ne consommera plus, et là, il y aura un réveil qui commence à se voir chez BIC, à la Fédération du bâtiment et tout, qui d'ailleurs, au passage, moi... C'est quand même sympa de voir des gens se réveiller après avoir prôné la mondialisation heureuse pendant des décennies et s'apercevoir tout d'un coup que l'arroseur est arrosé. Donc on est dans cette dynamique-là au niveau économique. On est dans une société de consommation et il ne faut pas être naïf. États généraux, manifestations ou pas, on ne va pas tout d'un coup mettre des effectifs à la CCRF et à la douane si à un moment on n'a pas des vrais problèmes sanitaires et une inversion de la consommation qui serait liée à la prise de conscience par le public qui ne peut pas consommer en sécurité.